Bon matin sur France 3 Bretagne, ensemble c'est mieux, c'est parti pour 40 minutes. Ce matin, on s'intéresse aux pratiques divinatoires. Depuis 20 ans, l'engouement des Français ne cesse de se confirmer pour l'astrologie, la voyance ou encore la cartomancie. Et vous, chez vous, êtes-vous sensible à la spiritualité ou les arts occultes? On en parle dans quelques minutes. Mais avant, on part retrouver notre cher Evan qui nous plonge lui ce matin dans le monde du fromage. Salut Anne Fontet et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une fromagerie, la fromagerie du Mézard, située à Herbray, à la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Vous voyez comme ils sont bons mes fromages. On va vous montrer comment ils sont fabriqués par Laurence et Thibaut. Hop, je les pose là, comme ça je serai tranquille. Voilà. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on arrive pile au bon moment, c'est ça qui est bien. Laurence, expliquez-nous déjà ce que Thibaut est en train de faire. Alors Thibaut est en train de découper le fromage, enfin le caillé, qui était sous forme de lait tout à l'heure, il y a une demi-heure. Et il a mis de la présure pour le faire cailler. Et ça donne cette texture-là, une fois mis la présure et après avoir attendu 20 minutes. Ça ressemble un petit peu à un yaourt que j'aurais sorti un peu trop tôt de ma yaourtière. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et alors ? Et là, le but, ce qu'il fait Thibaut, c'est qu'il découpe le caillé avec la lyre pour enlever le sérum du fromage, en fait, du futur fromage. On va voir les grains dans un moment qui vont se détacher, le sérum qui va venir en surface. Parce que le lait, c'est énormément d'eau et il faut 10 litres de lait pour faire 1 kg de fromage. Ah oui. Donc ça veut dire que tout le reste va s'en aller sous forme liquide, sous forme de sérum ou de petit lait, qu'on appelle de petit lait. Thibaut, il y a combien de litres de lait dans cette cuve? Là, on a 600 litres de lait ce matin. Là. Et le lait, il vient d'où? Juste à côté, la ferme du Passoire. C'est le lait du GAEC de la ferme, du coup. Et c'est du lait bio, on est d'accord? C'est du lait bio. Et alors, donc, est-ce que dans une cuve de lait comme celle-ci, 600 litres, on va faire un seul type de fromage avec? Alors là, aujourd'hui, on va faire 2 types de fromage. On va faire du plessis à l'ail des ours. On va en faire à peu près une dizaine qu'on va mettre dans ces moules-là. Ah oui. Ici. Et qui vont s'égoutter sur la table ensuite. Et justement, ce qui va s'égoutter, c'est le fameux sérum dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est ça. J'ai compris. Voilà, il va s'égoutter au fur et à mesure de la matinée et du début d'après-midi. D'accord. Et l'autre, ce qui va rester du caillé, qui va encore chauffer, parce que là, suite au découpage, on va brasser le caillé et chauffer pour aller jusqu'à 45 degrés. Et à 45 degrés, là, on va sortir le plessis, donc à l'ail des ours. Et ensuite, on va continuer à chauffer jusqu'à 54 degrés pour avoir notre pâte pressée cuite, d'où la pâte cuite, 54 degrés. Et le caillé va ensuite aller dans la toile ici. Alors ça, on ira le voir tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Ça a l'air d'être hyper technique. Comment est-ce que vous avez appris ce métier et est-ce que chaque fromage a un peu une recette sur mesure? Chaque fromage, effectivement, a une recette. Il y a une recette de base. Et ensuite, nous, dans nos ateliers, on travaille en fonction du lait qui nous arrive, donc suivant les saisons. Et on s'adapte à la fabrication, en fait. C'est-à-dire que ce que vient de faire Thibaut découper, suivant, on regarde combien de temps il a mis à cailler. Et il y a des jours où ça peut être un peu plus long ou un peu plus court. S'il y a un temps orageux, ça influence énormément sur le lait. Il va cailler beaucoup plus vite. C'est ça qui fait aussi le charme du côté artisanal. Exactement. Bon, justement, on va continuer à en parler, puisque vous n'avez pas dit, c'est que ça fait 18 ans que vous êtes dans le secteur du fromage. C'est ça? Ça fait un peu. Voire plus. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Allez, Anne Fontet, c'est à toi. Je te laisse ouvrir le dossier du jour. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Donc, on en vient à notre dossier du jour, la tendance aux croyances et à l'ésotérisme ne fait que se renforcer depuis près de 20 ans. De quoi parle-t-on? Réponse dans cette vidéo qui va suivre. T'as l'air contente, toi? Une voyante m'a prédit une année extra. Les parasciences sont de moins en moins perçues comme des croyances obscures et marginales. Elles suscitent aujourd'hui un phénomène d'engouement majoritaire. 58% des Français et 63% des Françaises déclarent croire à au moins une de ces disciplines. En tête, l'astrologie, 41%, suivi des lignes de la main, 29%, de la sorcellerie, 28%, de la voyance, 26%, de la numérologie, 26%, et enfin de la cartomancie, 23%. Cet engouement pour l'ésotérisme se traduit concrètement en actes. Plus d'un quart des Français ont déjà consulté un spécialiste au moins une fois.
Une adhésion en hausse continue depuis plus d'une vingtaine d'années qui touche davantage les femmes, les antisystèmes et les jeunes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux groupes au contenu ésotérique participent à créer un sentiment d'appartenance. À noter que ce recours aux parasciences pour comprendre et anticiper des événements ou sa situation personnelle s'est amplifié à l'occasion de la crise sanitaire, puisque 20% des adeptes ont vu un spécialiste en 2020 à propos de la Covid. Moins le futur est sûr, plus prédire l'avenir a de l'avenir. C'est une tendance qui se confirme. En tout cas, on poursuit la discussion avec Colette Olivier Chantrel. Bonjour, vous êtes voyante à Saint-Malo. Vous avez publié aux éditions Marabout La voyance, comment ça s'attrape, et ce n'est pas un jeu de mots. Jeff, vous êtes médium et responsable des Zooboutiques à Brest. Oui. Dominique Mollard, vous consultez auprès de collègues depuis plusieurs années. Sylvie Labourde, on parlera avec vous du bien-être en compagnie des ânes. Vous avez bien compris, on parle bien de l'animal. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on vient de le voir, 63% des Françaises déclarent croire à au moins une discipline liée à la parascience. Je ne vais pas poser la question, on a 3 experts sur le plateau. Sylvie Labourde, est-ce que ça vous parle ? Je pense qu'on est tous sensibles déjà à notre signe astrologique, donc quelque part, voilà. Après, voilà, c'est... faut respecter, je dirais, cette pratique ou discipline. Mais voilà, oui, je suis pas étrangère. D'accord. Dominique Mollard, quelles sont les raisons qui vous poussent à consulter une voyante ? Les raisons sont un petit peu le destin ou le hasard qui a fait que Colette et moi, on s'est connus il y a plus de 50 ans, au collège. Et on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, au travers d'un projet que j'avais, d'écrire ma biographie, en ayant sollicité justement Colette, que je ne savais pas qu'elle écrivait aussi dans ce domaine-là. Okay. Donc c'est au travers de ce travail en commun que j'ai découvert des choses, me sentant presque médium moi-même, au travers de cette expérience. D'accord. Oui, et comment vous échangez là-dessus ? On se rassemble à la maison, essentiellement à manger des bonnes choses. Et on parle. Et puis, en fait, je l'enregistre en permanence. D'accord. Alors que ce soit, on parle ou de ce qu'on est en train de manger, ou tout à coup une idée lui vient. Mais surtout, ce qui m'a passionnée, c'est de voir que non seulement ce qu'il vient de dire, c'est vrai, c'est que il ne savait pas qu'il était capable de prévoir, d'annoncer des choses. Il s'en rendait pas compte, mais il le faisait. Et donc, j'aime bien que les gens sachent quand même que tout le monde capte et peut émettre des ondes. D'accord. Voilà. Alors, en tout cas, 1 Français sur 2 est sensible à la parascience. Jeff, est-ce que le fait qu'on soit en période de Covid, il y a eu une hausse de fréquentation, par exemple, dans votre boutique ? Un petit peu, mais c'est plus lié aux professionnels, on va dire. D'accord. Parce que on a été fermé. Ouais. Et personnellement, j'étais fermé 4 mois. Et donc, on se pose des questions quand même, quoi. Et je reçois quand même pas mal de mon entreprise, quoi, en fait. D'accord. Pas de sujet de consultation en lien avec le Covid, Dominique, auprès de Colette ? C'est des choses que vous avez interrogées ? Pas spécialement. Non. Pas spécialement ? Non. D'accord. Alors, le public est-il davantage féminin dans le milieu de l'ésotérisme, comme on l'a vu précédemment dans notre résumé ? Oui. Comment on explique cela ? Parce qu'en fait, pour être médium ou voyant, il y a quand même besoin d'une part de féminité. Ouais. Parce qu'on ne parle jamais d'intuition masculine, mais d'intuition féminine. Et donc, c'est normal qu'en fait, on va dire, l'homme fasse parler sa partie féminine, ou en tout cas s'y connecte et transmet des messages, en fait, tout simplement. C'est un avis que vous partagez, Colette ? Oui, c'est vrai. Les hommes viennent un peu en douce, quoi. C'est mieux maintenant, je trouve. Mais ça va mieux. Ah oui. Mais c'est vrai que ceux qui viennent, moi je remarque quand même qu'ils ont tous une sensibilité très particulière. Ils sont eux-mêmes ils ont quand même l'esprit magique branché. Voilà. D'accord. C'est ce que j'appelle la partie féminine, en fait. C'est ça, exactement. Okay. Alors, il existe beaucoup de mythes sur les voyants. On a tous l'image en tête de la voyante avec sa jolie boule de cristal. Est-ce que c'est votre cas, Colette ? Vous voulez que je la ressorte, ma petite boule ? Tout le monde se moque, donc je crois que je raconte des bêtises, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Mais parce qu'on m'a déjà posé la question et j'avais sorti une minuscule petite boule qui était en fait une fève dans la dernière galette des rois et que j'avais gardée. Elle est dans mon sac et qui s'appelle Prophétie.
Ça s'invente pas. Non. Juste avant de venir au plateau. Et mais là, j'adorerais avoir une belle boule de cristal parce que d'abord c'est très joli. Mais ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué. Enfin, vous pratiquez c'est votre art autrement finalement. Oui. Mais le cristal, on sait depuis très très longtemps que le cristal est un matériau très noble, le vrai cristal de roche, qui capte toutes les vibrations qu'il y a autour et qui peut donc les re-émettre. Voilà. Donc, on va dire c'est un amplificateur, comme le pendule. C'est un amplificateur des ondes qui nous entourent. Ok. Alors, Jeff, vous êtes aussi médium avant d'être responsable d'une boutique ésotérique. Je crois. En fait, oui. Et qu'est-ce qui distingue juste un médium d'une voyante? Parce qu'on a l'impression que c'est à peu près la même chose. Non, c'est deux connexions différentes quand même. Ouais. Alors, pour ma part, après, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais pour ma part, le médium, ça veut dire milieu. En fait. Oui, c'est l'intermédiaire. Et en fait, le médium fait la liaison entre le monde céleste et le monde terrestre. Donc en fait, il sert simplement je sais pas comment, d'intermédiaire. De transmission. Intermédiaire. Et le voyant, il va se connecter, on va dire, à l'échelle du temps, et il va déplacer son curseur sur le passé, le présent et le futur. D'accord. C'est ce qui fait la différence, en fait. Et comment vous prodiguez votre art? C'est-à-dire, comment ça se passe une séance avec vous? Les gens s'assoient devant moi et je parle, tout simplement. D'accord. Je prends pas de support. Ouais. Pas de support? Non. Colette, vous, plutôt des supports? Si, j'ai un support au départ. Chaque consultation, je la commence par un test. C'est moi que je teste à chaque consultation. Donc, je fais tirer des cartes de façon aléatoire. Je parle toute seule pendant 5-6 minutes. Et si la personne se reconnaît dans ce que je viens de dire, elle décide ou pas de continuer la séance. Si elle se reconnaît pas, s'il y a une erreur, je mets fin tout de suite et les gens repartent sans payer, bien sûr. Et comment devient-on médium ou voyante? Vous m'avez tous les deux raconté que c'était lié à des histoires personnelles. Oui. C'est ce qui fait aujourd'hui votre expertise, en tout cas? Moi, ça a commencé quand j'étais petit. Je voyais mes posters de chanteurs, on va dire, que j'avais sur les murs. Ouais. Et il y avait des dessins qui venaient en surimpression et qui bougeaient les lèvres comme ça. Mais à l'époque, je ne savais pas, en fait. Pour moi, c'était naturel. Je ne me rendais pas compte. C'était normal. Et puis, dans les traits des volets aussi, avec les petites lumières, on voyait des petites choses bouger comme ça. Après, c'est parti quand j'ai commencé à fréquenter. Et c'est revenu quand je me suis séparé. D'accord. Mais alors, c'est revenu puissance 10, quoi. J'ai même eu peur. Hein. Ouais. Et Colette, vous, c'est arrivé comment? Pareil, il y a des événements particuliers. Je devais sans doute être déjà médium depuis toute petite. Ma mère met ça sur le compte d'une... Je suis morte à 15 mois. Et quand je suis revenue à moi, maman, elle dit que j'étais un peu... Une NDE, non? Une NDE, une expérience proche de la mort? Oui, mais moi, je m'en souviens pas, parce que j'étais toute gosse, quoi. Mais apparemment, ça... Elle explique à sa façon. Elle est plutôt rationnelle. Que c'est comme si j'avais été en contact avec du savoir pendant ces 3/4 d'heure de mort. Donc, après, j'en sais pas plus que les autres. Et comment on en parle la première fois? Est-ce qu'on vous prend pour des fous quand vous racontez ça? Je me fais l'avocat du diable. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur ce qui est, la question d'avant. Parce qu'en fait, la voyance et la médiumnité, ça dépend aussi de nos parents. Si nos parents sont ouverts à ça et nous éduquent dans cette culture-là, c'est sûr qu'on va développer. Par contre, si on nous dit non, tu dis des bêtises et tout ça, ça va endormir le don et après, peut-être qu'il reviendra, mais plus tard, quoi. D'accord. Dominique Moulin, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'approche de Colette, dans la manière d'amener les choses? Ça me fait revenir sur beaucoup de choses, soit de mon passé, et donc ça m'aide à me projeter aussi dans l'avenir, au travers de la musique en particulier, parce que comme je suis percussionniste. Et ce que j'ai ressenti, c'était justement une sorte de matière abstraite que je ne maîtrisais pas avant, qui me sert de conducteur pour utiliser des instruments au travers des matériaux comme le métal, le verre, les peaux. Et donc il y a un lien très, très proche de sentir des choses, qu'on appelle le feeling. Vous avez l'impression qu'il y a un autre monde qui s'ouvre à vous? Exactement, oui. Qui s'offre à vous même, je dirais. Et ce sont des échanges, il y a une grande réciprocité, c'est-à-dire qu'en fait, je savais, j'étais sûre, moi, qu'il pouvait capter tout ce qui était le monde subtil. Et
ça m'a fait très plaisir de le lui prouver. Et le fait qu'il adhère, ça m'encourage aussi, moi, dans l'autre métier que j'ai d'écrire. Alors, vous disiez aussi qu'au cœur de votre pratique, c'est l'empathie excessive que vous exercez. Expliquez-nous ce que c'est, comment vous la mettez en œuvre, cette empathie excessive. C'est pour les gens qui sont comme Jeff et comme bien d'autres, et puis comme moi, comme Dominique. On vient au monde comme des éponges, essorées. Et à chaque fois qu'on se met en contact avec du vivant, on se remplit, alors, ou de la joie des vivants, ou de leur détresse, ou de leur maladie. Et on n'a pas tellement de garde-fous pour ça, donc c'est assez épuisant. Ça peut même tuer, oui. On sent carrément le physique de la personne. Oui. C'est comme si la personne rentre dans nous et nous redonne ce qu'elle ressent, les douleurs qu'elle a, par exemple. Et on sait exactement. Oui. C'est comme si tout d'un coup, tout ce qui se passe de mal ou de formidable, on l'emprunte et on se dit non, j'appelle ça l'hyper-empathie, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et pour quel motif on vous consulte ? Est-ce que vous avez des demandes saugrenues Non, on m'a déjà demandé si je pouvais faire crever quelqu'un pour toucher l'héritage. Et là, je dis de sortir, quoi. Oui, c'est quand même indécent, là. On n'est pas là pour ça, quoi. On est là pour plus ou moins dire le chemin, mais en même temps montrer le chemin. Parce que, en fait, tout le monde va suivre une quatre voies, en quelque sorte, mais on a le droit de bifurquer sur les petits chemins de campagne. Et voilà, mais quoi qu'il en soit, toujours on revient sur notre chemin, quoi. Colette, les motifs de consultation récurrents ? Le plus récurrent, c'est quand même l'amour. Oui. C'est quand même l'amour. Et alors, ce qu'il y a eu de supplémentaire depuis les confinements successifs, c'est le sentiment de solitude qui semble être vraiment, finalement, la pire peste pour l'esprit humain, quoi. C'est très difficile. Et la crise oui, tout parce à que fait. On peut même plus parler, on peut plus se voir à plus de 6, on peut plus se toucher. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, c'est le toucher qui manque. C'est pas. Oui. D'ailleurs, les gens avant de mourir s'agrippent comme ça au drap, comme pour avoir, je sais pas, une main maternelle, quelque chose. On a besoin de ça. Et la mort aussi intervient beaucoup dans l'objet de vos consultations. Oui. C'est quelque chose qui... Oui, moi je fais de la voyance plus la médiumnité, ce qui fait que, en fait, je peux commencer par la voyance et terminer par la médiumnité. C'est deux choses complètement différentes, mais qui, quelque part, s'entrecroisent quand même. Donc c'est complémentaire. Colette, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, la même chose, c'est avec mes mots à moi, mais donc ça va forcément être plus long. Rapidement alors. Disons que pendant qu'on fait une séance de voyance, que ce soit par téléphone ou en direct, et tout d'un coup, il y a une entité qui me donne des informations. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je la restitue à la personne, et la personne, elle sait très bien de quoi ça parle. Et avec Dominique, notamment, on a eu l'occasion d'avoir ce genre d'expérience, et voilà. Alors, il nous reste quelques secondes. C'est vrai qu'il y a une partie des Français quand même qui restent sceptiques aux parasciences. Et c'est tant mieux, il en faut pour tout le Oui, monde. c'est ça. Est-ce qu'il faut les convaincre ou pas ? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens qui... Non. Moi, je dis que pratiquement tous les gens qui étaient allergiques même à l'idée d'aller se faire aider de cette façon, le jour où ils perdent un enfant, le jour où ils sont dans la détresse absolue, ils font comme tout le monde, ils demandent de l'aide. Or, c'est rarement un médecin généraliste qui va pouvoir aider à ce niveau-là. Le psychologue, pas forcément non plus. C'est très compliqué. De par votre histoire, c'est ce que vous dites aussi que ça vous a aidé après la perte d'un enfant, comme vous le disiez. Oui, parce que on l'a revu, enfin après après coup. Mais on va dire que c'est un autre sujet presque, parce que voilà quoi. Mais je l'ai vu dans l'ordinateur de chez moi, comme avec la transcommunication instrumentale. Et là, c'est une drôle d'histoire en fait. J'avais ma fille qui voulait pas aller prendre sa douche. J'arrêtais pas de lui dire Jennifer, va prendre ta douche, va prendre ta douche. Puis elle dit allez pas. Puis au final, elle y va. Et moi, j'en profite pour aller sur l'ordinateur, quoi. Et puis dans l'ordinateur, je vois mon gamin, mais avec une banane comme ça, quoi.
Et j'appelle ma fille, je lui dis Jennifer, viens voir. Et donc elle dit bah quoi, papa, tu m'as dit d'aller prendre ma douche. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et voilà, et maintenant elle travaille avec moi et quand je fais mes consultations, elle est au magasin et voilà quoi. C'est votre vie qui vous a amené en tout cas. Une de mes filles, j'ai 3 filles et que j'aime toutes les 3, je vous aime mes filles. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les 3 de nous avoir partagé votre histoire. Et merci à Dominique d'avoir raconté un petit peu votre expérience. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan. Evan qui s'est rendu ce matin à la fromagerie du Mézard à Herbré. Peut-on lire l'avenir dans les fromages? Peut-être, mais en tout cas, moi, je ne sais pas le faire. En tout cas, on va maintenant parler plutôt de vrais fromages. Laurence, vous allez nous expliquer comment, ici, à la fromagerie du Mézard, vous faites des fromages. Je vous laisse nous expliquer ce qui se passe dans cette cuve. Voilà, donc là, on va le faire en accéléré parce qu'on est pris par le temps. Le fromage demande plus de temps, lui, d'attente et de chauffage pour arriver au fromage final. Oui, il faudrait rallonger la durée de l'émission, mais ça, c'est un autre sujet. Exactement. Donc là, vous voyez qu'on a le grain de caillé et le sérum qui s'égoutte. Donc nos 10 litres de lait pour faire 1 kg de fromage. Alors, voilà. si ce fromage a cette texture, c'est parce que sous la cuve, on peut voir, c'est en train de chauffer pour atteindre... C'est ça, pour atteindre 45 degrés dans un premier temps. Quand on a atteint les 45 degrés, on le met dans cette petite cuve de fabrication. Et là, on va faire du fromage à l'ail des ours. Voici, c'est des herbes en fait séchées qu'on va rajouter dans le caillé, qu'on va mélanger et qu'on va mettre dans ces moules. Et après, vous allez le laisser combien de temps pour après, on va le laisser s'égoutter toute la journée et cet après-midi, il ira dans la cave qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on va continuer à chauffer notre caillé jusqu'à 54 degrés et il va arriver, on va le pomper avec la canne qui est ici là. Vous pouvez la lever, oui. Et oui, je fais la démo. Tout à fait. Et ça va revenir ici, là, dans ces 2 cannes, et on va avoir 2 fromages qui vont aller dans les toiles. On va emmailloter notre fromage dans sa toile, le caillé. Ensuite, on va récupérer... Pierre Thibault, tu viens m'aider? Moi, parce que moi, je ne sers à rien, mais venez voir à l'intérieur. Ah, bah voilà. C'est bon. On récupère le fromage. En fait, ça va devenir une sorte de meule. Ça devient un autre meule qui va encore... Grâce au pressage, on va remettre un plateau sur notre fromage et cette presse va venir s'abaisser sur le fromage. Bon là, je ne mets pas mon plateau dessous pour ne pas l'écraser. Bon, donc on imagine la meule, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit bien les différentes étapes. Voilà, c'est ça. Et après, affinage pendant combien de temps? Pendant 4 mois minimum et jusqu'à 6 mois. Alors Laurence, il faut le dire aussi, mais en été, vous faites des visites guidées avec l'Office de tourisme de Vitré. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous faites ça? À la base, c'est l'Office de tourisme qui était demandeur pour faire visiter les gens, les locaux et les touristes, les différents producteurs de la région. Ah, c'est super. Et pour connaître leur métier et comment ils font leurs produits finis. Si vous avez en tout cas envie de voir en vrai cette fois-ci comment est-ce qu'on fait avec du fromage, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le marché de la Guerche de Bretagne le mardi, il me semble. C'est ça, et le samedi à Vitré. Voilà, et sur le site fromage-dumézard.com, par l'adresse on vous l'affiche toute bien sur l'écran. Et puis on se retrouve dans quelques secondes, dans quelques minutes plutôt, dans la cave d'affinage pour aller voir tous ces beaux fromages en train de se préparer à nous régaler. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et vous le savez, comme chaque jour, on parle emploi dans Ensemble c'est mieux. Et ils sont avec nous dans chaque émission pour vous conseiller. Immersion ce matin dans la vie d'un conseiller Pôle emploi. Bonjour madame. Passez par ici, on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Je m'appelle Nicolas Lopatinski, j'ai 31 ans et je suis conseiller à l'emploi depuis maintenant plus de 3 ans, ça va bientôt faire 4 ans. Oui. Cliquez donc du coup là-dessus et vous voyez, vous avez actualisation, changement de situation, vous pouvez cliquer dessus. Là, le cœur de mon métier finalement, c'est la réception du public, l'accompagnement des usagers en vue de retrouver un emploi. Ça peut être de la recherche d'emploi stricto sensus, mais ça peut aussi être évidemment une évolution professionnelle avec peut-être un besoin de formation ou alors vraiment les outils de la stratégie de la recherche d'emploi, travailler le CV, travailler les entretiens d'embauche, ce genre de choses. On
regardera, Madame Elundou, parce que des formations conventionnées dans la... C'est quand même agréable de travailler et de savoir qu'on aide les gens. Moi, je sais que ça me rend fier d'aider les gens. On les aide à sortir d'une phase qui n'est pas forcément très simple à vivre. Les aider à regagner confiance en eux, c'est aussi très gratifiant. On a l'impression que ça peut être un job sur lequel on est derrière son ordinateur et qu'on n'en décolle pas. C'est pas du tout le cas. Enfin là, j'ai quand même monté de toutes pièces un projet radio. Mes 10 demandeurs d'emploi vont créer une émission radio. On envisage de faire venir des entreprises, des politiques peut-être locales, donc c'est quand même plutôt chouette. On a vraiment une marge de manœuvre qui est grande. Donc non, on n'est pas du tout une institution qui est sclérosée finalement. Sans exactement savoir dans quoi je voulais travailler, je m'étais toujours dit que je terminerais certainement dans ce type d'institution à accompagner des gens, parce que moi c'est ce que j'aime finalement. Personne n'a un parcours typique pour arriver au métier de conseiller à l'emploi. Moi, par exemple, j'ai fait des études de socio-anthropologie. Mes autres collègues, ils n'ont pas du tout suivi le même parcours que moi. Il y a des gens qui sont d'histoire de l'art, il y a des gens qui sont de philosophie, il y a des gens qui sont du commerce. Et ça nous permet d'accompagner au mieux les demandeurs d'emploi, finalement. On peut avoir l'impression peut-être que socio-anthropologie, ça n'a pas grand-chose à voir avec le métier de conseiller à l'emploi, mais finalement, si. Parce que j'ai retrouvé beaucoup de compétences que j'avais eu l'occasion d'acquérir dans mon parcours universitaire, que j'ai pu remettre en pratique dans ce métier. Ne serait-ce que la technique d'entretien. Finalement, je suis conseiller à l'emploi depuis bientôt 4 ans, mais finalement, des entretiens, moi, j'en fais depuis 9 ans. Moi, j'aime bien me dire que je travaille aussi pour la France, finalement. C'est plaisant de se dire ça. Et pour aller plus loin, Mélanie Robert, conseillère Pôle emploi à Rennes, nous a rejoint en visio. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes conseillère Pôle emploi, si ce n'est pas indiscret ? Cela fait maintenant 1 an et demi que je suis conseillère Pôle emploi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors, c'est d'être en contact au quotidien avec les personnes et du coup les aider en fait dans leur démarche, aussi bien auprès des demandeurs d'emploi que des entreprises. Et comme Nicolas, avez-vous un parcours scolaire pluridisciplinaire ? Alors, moi, je suis issue d'un parcours commercial. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir conseillère Pôle emploi ? Ce qui m'a amenée à devenir conseillère Pôle emploi, c'est que j'avais à cœur de mettre mes préoccupations en fait auprès de l'humain plutôt et de venir en aide aux personnes. Alors vous avez un parcours atypique, mais quelles sont les formations qui existent pour accéder au métier, Mélanie ? Alors, les formations qui existent, il faut savoir que les recrutements se font à partir d'un bac+2. On peut venir de tout horizon, comme en parlait du coup un de mes collègues. Pardon. Et il existe une formation certifiante, souvent prise en charge par Pôle emploi ou le conseil régional sur le conseil en insertion professionnelle. Et quelles sont les qualités humaines qui sont indispensables dans l'exercice de votre métier au quotidien ? Alors, vu qu'on travaille avec de l'humain, les compétences essentielles sont l'écoute, l'empathie et aussi la gestion de ses émotions parce qu'on se retrouve devant des situations qui sont parfois complexes. Et il faut être également en capacité d'analyser le besoin de la personne et être à l'aise à l'oral. Et est-ce que c'est un métier qui recrute ? Oui, alors actuellement, nous recensons du coup 74 offres d'emploi en Bretagne et récemment, en fin d'année, plusieurs personnes ont été recrutées du coup au sein de Pôle emploi pour renforcer l'accompagnement, notamment des publics jeunes. Et quels sont les salaires ? Il nous reste 10 secondes. Alors, un conseiller à l'emploi qui débute est en moyenne rémunéré sur la base de 1 350 € par mois. Merci beaucoup Mélanie d'avoir joué le jeu dans un exercice pas si facile. À bientôt. On ouvre à présent notre volet solidaire. Ce matin, dans notre boîte à idées, on vous propose d'aider aux soins des animaux. Voici nos quelques pistes. Ça me fend le cœur, ces animaux maltraités. Et si tu t'engageais comme enquêteur ? Le combat contre la maltraitance et l'abandon passe nécessairement par une implication directe sur le terrain pour vérifier les conditions de vie des animaux. Si vous avez du temps libre et si vous êtes mobile, devenez enquêteur auprès d'une association de défense des animaux. La SPA, la Fondation Assistance aux Animaux ou la Fondation Brigitte Bardot, par exemple, sont en recherche de candidats pour ce poste essentiel dans leur organisation. Pour être admis, il vous faudra remplir un dossier d'inscription, fournir un extrait de casier judiciaire et passer un entretien. Delphine, elle, a choisi d'en faire son métier à la SPA depuis 2 ans. Elle nous explique en quoi cela consiste. De plus en plus, nous avons affaire à des cas de maltraitance et donc notre rôle, ce sont d'aller constater les cas
notamment les plus graves, pour ensuite pouvoir déposer plainte auprès des forces de l'ordre et procéder au retrait des animaux. C'est un métier qui se professionnalise de plus en plus, mais on peut aussi le faire en tant que bénévole si on a un petit peu la notion du juridique, du bien-être animal, voilà. Pour combattre efficacement la maltraitance animale, engagez-vous sur le terrain et devenez enquêteur. Voilà pour notre idée du jour, stop à la maltraitance animale, surtout que nos chers animaux ont des super pouvoirs. Et vous, votre animal fétiche, Sylvie Labourde, c'est l'âne. Oui, tout à fait. Alors vous élevez des ânes à Saint-Fiacre dans les Côtes-d'Armor et c'est une véritable passion dont a découlé un changement radical de vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, c'est un animal qui nous apporte beaucoup, pour lequel on est passionné et on a voulu faire de notre passion justement un métier. Une façon aussi de revaloriser cet animal et de le promouvoir, parce que voilà, il est connu, mais connu quand même. Alors aujourd'hui, une dizaine d'ânes, vous avez une dizaine d'ânes, c'est ça? Un peu plus, oui. Pourquoi c'était important pour vous, justement, de revaloriser cette image de l'âne? L'âne est un animal qui est assez apaisant en fait quand on sait l'observer et quand on apprend à le connaître. L'âne fixe beaucoup du regard et du coup même si on n'a pas envie de le regarder, il vous cherche tellement du regard que vous ne pouvez pas ne pas le regarder. Et à partir de là, nous on a voulu faire de l'accompagnement qui soit plus que du loisir, mais de l'accompagnement thérapeutique à partir de cet animal. Et on parlait d'éponge tout à l'heure, et c'est vrai que donc la médiation par l'animal, l'animal ne juge pas et absorbe en fait justement les différentes émotions qui peuvent surgir, quoi. Et ces accueils thérapeutiques, ils sont destinés à qui? Alors, on va dire tout public. On peut tous avoir des fragilités qui peuvent être très passagères, et pour d'autres, avec des troubles et des syndromes plus profonds. Et donc, de venir au contact de l'animal, c'est un petit peu de s'ouvrir, puisque l'animal ne juge pas. Et parfois d'établir des communications ou une relation qu'on n'aura pas forcément envers l'humain, quoi. Et c'est votre expérience dans le médico-social qui renforce aussi ce volet de la médiation animale. Oui. Oui. Parce qu'il ne suffit pas que d'avoir des ânes, il faut aussi toute une approche. Oui, et puis bon, voilà, il y a l'âne, mais il faut connaître cet animal. Après, on n'a pas que les ânes, on a les chèvres, les chats, les chiens, enfin voilà, parce qu'il faut avoir une diversité. C'est une vraie ferme pédagogique. C'est ça, une diversité pour répondre peut-être à différents publics aussi. Alors, on le disait tout à l'heure, l'année 2020 a été particulière pour tous. Vous vous êtes davantage ouvert à un accueil social aussi. Oui, c'est ça. La médiation animale, c'est une chose. On va accompagner en exclusivité. Mais l'accueil social, c'est aussi de permettre à des enfants ou des adultes qui sont en rupture de lien familial ou en décrochage scolaire, d'avoir aussi une activité régulière sur leur emploi du temps et de venir à la ferme, se ressourcer, se détendre, être acteur aussi parce qu'ils nous accompagnent sur la vie de la ferme et se découvrent eux-mêmes en fait certaines passions aussi. Alors il faut savoir que toutes vos actions, c'est un projet de vie, un projet de famille. Il y a votre mari qui nous regarde dans les coulisses. Tout le monde met la main à la pâte dans la famille Laborde. C'est une histoire de famille, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le projet, il est familial à la base. Ouais. Et si c'est une reconversion professionnelle pour tous les deux qui a démarré en 2013, nos enfants sont là. Et aujourd'hui, on a 3 petits-fils qui, on espère aussi, mettront la main à la pâte, quoi. 10 ans après ce changement de vie, pas de regrets? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Alors, dans toutes nos discussions depuis ce matin, il y a 2 mots que je retiens, c'est partager et aimer. Ouais. C'est dingue parce qu'on a tous des parcours de vie différents, on fait tous des métiers différents. On est humaniste. Ouais. C'est vrai. En fait, on est humaniste. Mais l'animal, c'est pareil, les animaux ont une âme. Oui, complètement. Âme, amour, c'est pas loin. Voilà, les fils est fait entre nous. Ouais, merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Allez, on file voir d'autres talents locaux, direction Herbré. Evan qui est aujourd'hui à la fromagerie du Mézard.
Alors avant de descendre dans la cave d'affinage, Laurent, j'ai une petite question. Le bleu, le roquefort comme on dit, c'est vraiment du moisi à l'intérieur? Alors le roquefort, enfin le bleu d'Herbray, ici le bleu d'Herbray. Oui, ça c'est le vôtre. C'est le mien, ouais. Donc on ajoute dans le lait avant le départ de la fabrication de la moisissure qui s'appelle roqueforti. Mais on met, c'est sous forme liquide, on en met 9 ml, donc c'est très peu pour 600 litres de lait. Ah oui, et en combien de temps est-ce que cette moisissure va commencer à se répandre? Elle va commencer à se répandre au bout d'une semaine de vie du bleu. Mais pour qu'elle se répande aussi, 3 jours après qu'il soit fabriqué, le bleu, donc là il a pris déjà sa croûte finale, mais il est encore blanc 3 jours après être fabriqué. Et là, je fais des trous tous les centimètres carrés dans le fromage, et le bleu va se développer avec l'oxygène de l'air. Il lui faut de l'oxygène de l'air pour se développer également. Bon bah voilà, et ensuite les trous vont se reboucher. Et c'est là qu'on voit on voit un peu là, et là il demande encore à vieillir pour avoir un peu plus de bleu. Mais on voit les différents passages de l'aiguille qui... Bon alors on va descendre dans la cave en sachant que le bleu, lui, n'est pas dans la cave d'affinage pour éviter que cette moisissure aille sur tous les autres fromages. On est au cœur de l'extrême. Vous allez nous montrer du coup le reste de vos fromages qui reposent ici, ça sent drôlement bon. Qui reposent ici, je vous laisse nous présenter un petit peu votre cave. Là, ils sont en train de s'affiner tous les fromages, il y a plusieurs sortes. Essentiellement, ce qu'on voit là, c'est les tomes qu'on appelle le monde vert et qui, tous les 2 jours, chaque fromage va être frotté comme ça à la main. Pour enlever le moisi. Voilà, pour étaler le moisi. Et la croûte, elle est comestible? Oui, en fait, sans problème. C'est ce qui est le meilleur, quoi. Ouais, c'est du mucor, hein, c'est un mucor, c'est très comestible, il n'y a pas de souci. Et alors, le fromage qu'on a pressé tout à l'heure, on le retrouve de ce côté-là? Et c'est ça, le vitré. Les grosses pièces de vitré qui font 25-30 kilos. Et qui, elles, on en a un tout jeune, je ne sais pas si on peut le voir, qui a été fait la semaine dernière et qui vient juste d'être salé ce matin. Il est salé tous les 2 jours, ce vitré, pour que le sel s'imprègne à cœur du fromage. Et celui-ci aussi, vous le retournez régulièrement? Alors, et celui-ci, la semaine, il va être salé tous les 2 jours. Et ensuite, il sera retourné 1 fois par semaine. Où est-ce qu'on peut les trouver? Et pendant 4 mois minimum. Et ils peuvent s'affiner jusqu'à 6 mois. Où est-ce qu'on peut les trouver, vos fromages, Laurence? Alors, on les trouve dans différents magasins de proximité. Magasins bio aussi sur Vitré. Magasin de proximité. On fait partie aussi d'un groupe de producteurs qui s'appelle Panier des Prés. Ah oui, ne le faites pas tomber, ce serait dommage. Où les gens commandent sur Internet. Sur Internet. Et ils ont leur panier qui est préparé par 15 producteurs et ils vont le chercher. Est-ce que justement vous sentez un intérêt grandissant pour les produits locaux, notamment depuis le confinement? Et surtout, est-ce que cet intérêt, il se maintient? Oui, alors avant le confinement, déjà, on avait une lancée sur les produits locaux qui ne font qu'augmenter. Moi, je suis installée ici depuis 2010. Et par rapport au départ, effectivement, ça augmente, on le sentait. Et le confinement a encore accentué l'augmentation de vente de produits locaux. Et ça continue, on a une base qui est restée depuis le confinement, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre univers aujourd'hui. Ça donne l'eau à la bouche. Je pense qu'une petite dégustation s'impose, n'est-ce pas, Laurence? Oui, pas de problème. Bonne journée, bon appétit à tous. Merci, Evan. Je crois qu'on est tous d'accord. On va prendre du fromage ce midi. Tu nous as donné envie. Merci à tous nos invités de nous avoir suivis ce matin. Demain, dans Ensemble, c'est mieux, on revient sur un phénomène d'ampleur, l'explosion des cyberattaques en France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne.